Comme on lui demandait lesquels sont les plus nombreux, les vivants ou les morts, il répondit, et de quel côté range-tu ceux qui naviguent? Diogène Laërce le quitta après une semaine entière passée à Naples dans la compagnie câline de son italienne. Franchi s'était rendu seul en avion à Athènes, puis en bus au Pirée et du Pirée, par le premier ferry de l'après-midi, à Hermoupoli pour y prendre le commandement du Nauplio. Il n'était encore jamais monté à bord du Nauplio, mais vu qu'il avait beaucoup navigué avec le Palarned, cargo jumeau du précédent, sitôt rejoint celui-ci, il en avait parcouru avec naturel les profondeurs et le haut château arrière, d'avance familier des coursives, des échelles et des escaliers, des portes étanches ainsi que des bastingages blancs au métal piqué de rouille sous la brillance de la peinture et tout odorant du parfum du large. Les deux cisterci avaient l'un et l'autre bonne réputation. Des bateaux, comme ça disait-on, le pouce levé avec entrain et le comme ça louangeur d'être différé d'un rien puis attaqué sec moins que 4 vaillants, disait-on. Souple, disait-on, à vicieux même si, pareil sur ce point à tous ces cargos rouliers, il n'aimait pas voyager léger parce qu'alors il donnait excessivement prise aux gens. Or tout au long du voyage qui s'annonçait, le Nauplio naviguerait à vide, ou presque à vide. Là d'habitude véhicules et conteneurs se comptaient par milliers, resserrés au maximum tant dans l'étouffant enfermement de la calque en plein air sur le pont, ce dernier, cette fois, s'étendait plat et nu au pied de la passerelle de commandement, sans nulle présence de marchandises susceptibles d'imposer le relief dans le champ de vision et de se drosser en séparation bâbord-tribord dans l'horizontale uniformité de la haute mer. Quant à la cale, à part quelques ballots empilés à l'arrière et une voiture sous-housse rangée sur le côté 30 mètres plus loin une Bentley, la voiture, disait le logo écussonnant la housse. Elle n'abritait qu'une demi-douzaine de conteneurs sur remorque regroupés à l'extrémité avant. Pour un navire de 140 mètres sur 29 et de plus de 200 fois la contenance d'un gros avion cargo, ça ne comptait pas. Ça ne faisait pas une cargaison. Et vide comme elle l'était, la cale du Nauplio non seulement paraissait gigantesque, mais elle s'en trouvait aussi tellement sonore que chacun des bruits qui sec, vaillant, disait-on, souple, disait-on pas vicieux même si, pareil sur ce point à tous les cargos rouliers, il n'aimait pas voyager léger parce qu'alors il donnait excessivement prise à le vent. Or tout au long du voyage qui s'annonçait, Nauplio naviguerait à vide, ou presque à vide où d'habitude véhicules et conteneurs se comptaient par milliers, resserrés au maximum tant d'ânes. L'étouffant enfermement de la calque en plein air suit le pont, ce dernier, cette fois, s'étendait plat et nu, pied de la passerelle de commandement, sans imprésence de marchandises susceptibles d'imposer le relief dans le champ de vision et de se drosser en séparation bâbord-tribord dans l'horizontale uniformité de la haute mer. Quant à la cale, à part quelques ballots empilés à l'arrière et une voiture sous-housse rangée sur le côté 30 mètres plus loin une Bentley, la voiture, disait le logo écussonnant la housse. Elle n'abritait qu'une demi-douzaine de conteneurs sur remorque regroupés à l'extrémité avant. Pour un navire de 140 mètres sur 29 et de plus de 200 fois la contenance d'un gros avion cargo, ça ne comptait pas. Ça ne faisait pas une cargaison. Et vide comme elle l'était, la cale du Nauplio non seulement paraissait gigantesque, mais elle s'en trouvait aussi tellement sonore que chacun des bruits qui s'y produisaient de loin en loin éveillait un interminable écho métallique, ample, diffus, et du coup plein de mystère. Dans ce local autant d'espace restait ainsi disponible, perpétué Jean Fa, qui allait être bientôt du voyage, viendrait fréquemment jouer malgré les mises en garde des adultes. D'un adulte surtout, il Mirko, le second capitaine. Certains l'appelaient le croate car il était croate en effet, responsable de l'arrimage, et peut-être pas très confiant dans la qualité du matériel ni dans l'habileté des matelots chargés de le mettre en place. Il multiplierait les tentatives de dissuasion auprès des deux enfants. Devant eux, il mimerait leur roulis en se balançant d'un pied sur l'autre. Il joindrait les poings, les désunirait brusquement comme deux maillons qui lâchent. Il désignerait du menton la Bentley tandis que d'une zigzagante agitation du bras il en suggérerait le parcours fou, ou encore il montrerait un conteneur et, le nommant boîte, selon l'appellation d'usage. Mais d'autre part se trompant et employant quand pour combien, enfants, leur dirait-il, danger ici. Vous c'est quand ça pèse, une boîte. Les enfants ne renonceraient pas pour autant à leur salle de jeu favorite. Ils rappelleraient au second capitaine qu'ils avaient la permission du commandant, et que le commandant était seul maître à bord après Dieu. D'ailleurs, y avait-il jamais eu le moindre pépin de cargaison?
Sur le Noplio, Mirko ne comprendrait pas Pépin questionnerait-il. Il irait confier à Frankie ses craintes, sa contrariété, voire son horripilation. Distraitement, sans refermer son livre ni lâcher des dents son fume-cigarette, Frankie confirmerait avoir donné aux enfants l'autorisation d'aller où bon leur semblait. En général, il parlait peu, Frankie grommelait plus qu'il ne parlait. C'est ce qu'il ferait en cette occasion, mes commandants, insisterait Mirko, vous pas. Frankie hausserait tranquillement les épaules et pencherait de côté la tête comme par fatalisme. Cependant, il continuerait à lire, à fumer. Le second le regarderait avec effarement, l'air de se demander si pareille attitude visait à l'humilier personnellement en tant qu'inférieur hiérarchique, en tant que croate, en tant qu'officier de marine sous-payé, ou si elle relevait d'une cynique indifférence au sort d'autrui, y compris celui des gosses, mais pour l'instant le Noplio est encore à Hermotypoli. Il est ancré dans la rade, à l'écart du chenal qu'empruntent les ferries assurant la liaison avec les îles voisines, Tino, Mykonos, Paro, Naxos. Les conteneurs sur remorque ont été chargés hier en début de journée, quand le Noplio était encore à quai. La Bentley également. Accidentel retard de livraison, ou volonté de discrétion de la part du transporteur, les ballots, eux, ont été hissés de nuit sur le bateau en rade, amenés par une barge poussive, aussi rouillée que l'appareil de levage qui l'équipait. Au matin, Frankie est allé à terre pour une dernière entrevue avec l'armateur et maintenant l'entrevue s'achève, la porte d'entrée d'une maison à toit terrasse s'ouvre, Frankie reparaît. 100 mètres plus loin sur le quai, un matelot l'attend. Désœuvré jusque-là, et promenant un regard machinal sur le décor alentour, lorsqu'il voit son capitaine le matelot s'empresse de regagner l'embarcation amarrée derrière lui, qui 1 heure plus tôt a déjà transporté les 2 hommes et qui d'ici peu va les ramener au navire. Voilà, ils y sont. La fumée qui sort de la cheminée au sommet du château s'élève à la verticale, accompagnée par le sourd grondement des machines et la vibration généralisée des tôles, des planches et des revêtements de sol antidérapants. D'une rangée d'orifices régulièrement espacés le long de la coque, de l'eau jaillit. Elle s'écoule en mini-cascade parallèle, comme un trop-plein d'humeur s'échappant des entrailles du Noplio désormais éveillé. À son tour, le pilote du port approche, arrive, monte à bord par le shell de pilote. Bonjour pilote, bonjour commandant, un café ma foi. Et après que l'ancre a été levée, on ralentit le bateau manœuvre puis s'éloigne, se découpant avec d'autant plus de netteté sur fond de voûte céleste et de plate étendue marine qu'il apparaît bizarrement surhaussé, les œuvres vives à peine enfoncées dans l'eau. Il est midi, on est en nous. Le même soleil qui fait miroiter la mer jusqu'à l'horizon écrase de lumière la terre ferme. La ville, plus précisément les façades alignées en retrait du quai, et derrière les façades les 2 collines en vis-à-vis, sur la pente desquelles s'étagent les maisons, puis encore derrière les collines la montagne pelée. Tout ce paysage va s'amenuisant et se brouillant dans l'air chaud qui tremble. Sans doute, à bord du Noplio, les hommes de pont apprécient-ils de retrouver sinon la fraîcheur, du moins le vent avec l'espace grand ouvert du large. Au contraire, dans les cabines et le carré officier ainsi qu'à la passerelle ou dans le fumoir bibliothèque, on se félicite qu'il ait la clim et on veille à maintenir porte et hublots bien fermés. Pendant ce temps, Perpétué et Jean-Fa sont en France, à Paris, en visite à l'hôpital. Trop jeunes pour avoir accès aux chambres, ils attendent qu'Wei descende les rejoindre dans le jardin. Miss Hampsey, la jeune Anglaise qui s'occupe d'eux, leur rappelle de temps à autre qu'ils ne doivent pas marcher sur les plates-bandes ni cueillir les fleurs, ni crier, ni même parler fort parce qu'il y a dans les bâtiments qui les entourent des gens hospitalisés qui dorment, qui en tout cas ont besoin de calme. Certains jours, à certaines heures, ils ne doivent pas non plus courir parce que dans le jardin se déplacent des personnes pas très solides sur leurs jambes ni très à l'aise avec leur déambulateur ou leur canne. Mais pour le moment ils sont seuls avec Miss Hampsey. L'heure, après celle des soins, est déjà celle du déjeuner pour les patients ainsi retenus dans les étages. Et quant aux autres visiteurs, ils arriveront plus tard, ou s'ils sont arrivés il leur faut attendre à l'extérieur de l'établissement. Car c'est par faveur, grâce à leur parenté ou leur pseudo-parenté avec Weiwei, que les 2 enfants accompagnés de leur gouvernante peuvent se trouver là si tôt, à un moment de la journée où, depuis la cafétéria pas encore ouverte jusqu'au réseau désert et silencieux des couloirs, tout le rez-de-chaussée paraît dormir. L'agent de sécurité lui-même, dans le hall, somnole sur sa banquette,
auprès de la baie coulissante surmontée du boîtier lumineux portant l'IN inscription sortie. Il en est là quand arrive Gu, et comme du dehors celui-ci a frappé au vitrage, rouvrant à moitié les yeux, l'agent se tourne avec lenteur vers le nouveau venu en lui faisant signe que non, trop tôt, pas de visite pour l'instant. Gu insiste. Prend soin de prononcer distinctement le nom de Weiwei. Il ne dit pas Weiwei, bien sûr, il dit Usu Esuvi, avant d'ajouter « Votre patron » puis forçant un peu la voix, un ami de Monsieur Uesugi alors seulement, quoique sans du tout se presser. L'agent saisit la télécommande posée à côté de lui, la considère sans paraître réellement la voir, à bout de force, croirait-on, la fait tomber, laborieusement la ramasse, enfin débloque la baie coulissante et, ayant jeté un semblant de coup d'œil en direction du sac bandoulière qui lui était présenté, il laisse passer Gu de tout en se dirigeant vers les ascenseurs du secteur Nord-Orto. Gu se dit chapeau la sécurité, et qu'un agent aussi mollasse que celui-là ferait mieux de changer de métier. Mais à peine pensé ça, il se rend compte que c'est très infidèle à son véritable sentiment. Il s'est certes dit chapeau la sécurité, mollasse, changer de métier. Le fait est pourtant que la nonchalance de l'agent l'a amusé plus qu'autre chose et lui a été assez sympathique en fin de compte, plus, assurément, que ne le lui aurait été un professionnalisme zélé. Pourquoi alors, in petto, ces paroles de dénigrement, insincérité jouée en secret pour le plaisir de se sentir un autre, reproduction paresseuse de la réaction la plus convenue, relâchement de la méfiance, au motif qu'il se trouve dans un établissement de soins. Car en règle générale il se méfie d'un peu tout le monde et de tout, mais spécialement de ce genre d'impulsion landicétaire gagière. Il déteste y céder, ressentant, quand ça lui arrive, que ce qu'a formulé en lui sa propre voix lui a été imposé par certains pouvoirs malveillants, un nom, ou mieux un île sournois, acharné à la servir. Depuis toujours Weiwei le plaisante là-dessus alors, fait-il, t'es pourrisseur, il se décide pas à te lâcher un peu, il en rajoute. Dit que dans le fond Gu est un homme traqué et d'évoquer la jungle, ses marigots et ses lianes, ses serpents, ses caïmans, ses araignées venimeuses, et la hâte avec laquelle le poursuivit, en même temps qu'il fouille des yeux le décor menaçant, se fera un chemin avant de tout à coup sursauter, tout à coup se retourner puis fébrilement, du dos de la main, essuyer la sueur qui lui dégouline sur les tempes. Il est hilar en disant ça quoique aussi un brin martial, la tête en retrait du torse, le visage posté résolument face à celui de Gu, une main sur son épaule. Moins loquace sinon moins enclin à la blague, Frankie, sans seulement cesser de lire, se contente d'un petit sourire caustique. Mais en l'occurrence, passe plus que ne se trouve d'amis moqueurs aux côtés de Gu, aucun ignorant malveillant n'est là pour s'opposer à ceux qui gagnent les ascenseurs du secteur Nord-Orto. Nord-Orto, pour neurologie orthopédie. Au passage, comme il longe la succession des panneaux de verre ouvrant sur le jardin, lui parviennent les bruits soulevés par les deux enfants. Il entend la course de l'un d'eux sur le gravier, la protestation de l'autre, puis la négociation animée qui s'ensuit et la brève intervention de Miss Impsey. Miss Impsey, se dit Gu. Il sourit, continuant son minimum cependant est frappé, comme à chaque visite, par le mélange des odeurs culinaires, ménagères, organiques, médicamenteuses. Enfin l'habituelle voix préenregistrée l'accueil dans l'ascenseur. En montée, dit-elle et le ton lui-même est ascendant, doucereusement didactique. En montée, répétait-elle mais cette fois le ton descend, comme si, en fait d'ascenseur, le confinement de Gu avait pour lieu une de ces cabines dans lesquelles, solitaire, on reçoit d'un radiologue invisible consigne d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer et ainsi de suite. Gu sait d'avance comment les choses vont se passer. La même voix préenregistrée va annoncer, deuxième étage, et, après un temps la porte est ouverte par le couloir et il gagnera la chambre 201. Il frappera, en direct, ce coup-ci, une voix, la voix de Weiwei, fera oui avec l'intonation à demi-interrogative et le suspens final qui donne à oui le sens d'entrée. Et comme prévu salut Weiwei, 19 salut, quitte l'hôpital demain ce mal n'a admis flon donc à service neur au RTO, il a bien récupéré de son AVC. Tout au plus a-t-il tendance, quand il parque, à s'interrompre en pleine phrase, doutant brusquement d'avoir emploie le mot teinte, ou craignant de se reroter sans cesse, un rendre compte non tué sur côté motricité.
Apdelitetratique pour cent les RTE pour cent sur I, tout est rentre drokensklike pour Camur, ou peut être TTCK prouvé à tub et minuit, ou n'a l'action de pourcent en dessous Zedines City clique un rectoact et d'un pointeur qu'à canon sur 30 et AO 14, 11 effrautement est ultra bratir tremble nullement, camutila eteti etc. un cri pitolet, al, Cyrus agunut siut satin pile. Podcast entre deux rusty et ça sans ménie que qu'un tireur ait eu besoin de vie ou ouais prétend brio talent, non seul ni de TTFRF murmati de tirer intérieur 1 11 111 qu'à secours de la vue la cible à Bobby, Ustre, etc. Digmenuyé, ramper te péber en hauteur, il la devine, la sent, alerté par Canlem qu'instinct qui donne vitesse fulgurante et silk parfaite à son bras. D'un tel don, il a fait un nuage militaire durant plusieurs années. Puis, revenu à la vie civile, a sondé l'agence HSP, 3 lettres pour Ouessouvi Sécurité plus. De lieux publics en espace privé de sécurité garantie ici en protection assurée là, la HSP s'est imposée dans la profession. Wewe a été sollicité d'un bout à l'autre du pays. Il a côtoyé de près toutes sortes de personnages importants, des décideurs, des huiles, des puissants, des grandes fortunes, des gros bonnettes, discrets parfois en dépit de leur position, osant couleur plus souvent, et diversement cordiaux. Mais nul dans le tas n'a été pour Wewe aussi marquant que Maurice Odego, ni marquant aucune occasion autant que le Tour de France Odego, ainsi qu'à l'époque on a appelé l'événement, le cortège, ainsi que Wewe et avec lui Francky. Gu et les deux gamins l'appellent aujourd'hui l'époque, donc. Vivait en continu ses drames et son train-train de sommeil et de vie alternés quand, moins de 2 mois avant que les 72 véhicules du cortège ne s'ébranlent, une journée de plus avait commencé. Elle allait être tout ce qu'il y a d'ordinaire sur le plan météo-température de saison, pluies éparses, vent modéré. Sur le plan boursier, en revanche, ce serait loin d'être le cas puisque de nombreuses entreprises réputées florissantes s'y écrouleraient en quelques heures 21 îles perspicaces, ou exactement tuyautées. Des actionnaires avaient en effet multiplié les ordres de vente. D'autres les avaient imités. De proche en proche la baisse était devenue chute, dégringolade, déroute, des prédateurs étaient devenus proies, et c'est ainsi que le groupe Odego avait racheté son principal concurrent. Par la suite, Maurice Odego avait parlé de complémentarité. Il avait parlé aussi de nouvel élan, d'avenir. Il aimait bien parler d'avenir. Plus encore, il aimait à parler d'humains. Les humains, expliquait-il. Les besoins humains, toute la chaîne des besoins humains, il s'enflammait. Depuis traitement de l'eau jusqu'à son lumière en passant par lotissement, ferroutage, aliments bio, crédit, il dressait une liste qui chaque fois qu'elle paraissait finie trouvait encore à s'allonger. D'un mot supplémentaire, d'une activité nouvelle, de péage autoroutier, de machines-outils, de forage, de vente en ligne, de grues, de clients toujours plus nombreux et d'images affichées sur des millions et des millions d'écrans grands ou petits, torse bombé, tête rejetée en arrière, Odego promenait sur son auditoire un regard radieux. Périodiquement il levait un doigt triomphant et agitait le bras. Il pouvait soudain devenir grave, soudain aussi lâcher un bref éclat de rire. Autour de lui ou face à lui, selon que le décor comportait table ronde avec sous-mains individuelles et verres à eau ou estrade avec microphone et pupitre, les gens étaient tout écoute. Il restait longuement tourné vers le causeur, se penchant afin de mieux le voir, tendant le cou, se tortillant. Certains paraissaient sur le point de carrément s'élancer, prêts à faire fi des obstacles et de la pesanteur pour aller toucher cet homme-là, le frôler au moins et, en même temps que la sensation éprouvée alors sur la peau, enregistrer dans la mémoire les odeurs de vêtements et de corps qui lui auraient été une fois pour toutes associés. Quand il évoque Odego, Wewe lui-même change. Son dos se redresse et ses épaules s'élargissent, son port de tête s'affermit, son regard devient fixe et brillant. On le prendrait pour un de ces personnages de film, aventurier outrepassant la borne ultime du monde ou guerrier se campant FIE accent gravement face à la mort venue, s'il ne se lisait également sur son visage quelque chose comme de la rêverie. Ça tient à certains sourires. Gu aime les instants où l'évocation d'Odego amène chez Wewe ce sourire-là encore qu'il ne saurait dire quel sentiment au juste il exprime, nostalgie teintée d'admiration et de tendresse ou pointe de dédain, amertume, ironie point. Ça fait ça parfois devant les catangeants.
Quand par exemple entre Gloire et Gloriole la distinction reste incertaine. 3. C'est Odego en personne qui avait eu l'idée du cortège. Pour fêter le rachat du concurrent. Pour en répandre la nouvelle. Pour attirer la lumière. Aussi, il faut que nous soyons vus, disait-il. Les gens aiment voir et il accentuait vu et voir avec force. De même il accentuait frapper quand il parlait de frapper les esprits, ou physique quand, évoquant de futures haltes et les bains de foule dont elle serait l'occasion, il soutenait qu'un contact, physique, précisait-il, laissait sur la peau et dans l'organisme tout entier un souvenir plus fort que n'en laissait dans l'intellect images et mots. Les images comptaient, bien sûr certaines joueraient même un rôle essentiel, comme de carrosseries astiquées ou de chauffeurs de maître, d'escortes de motards, de foules en liesse. Les mots également à commencer par le nom du groupe, patronyme de son président, que nombre de clients potentiels associeraient à défiler pour ce qui était d'impressionner durablement et de créer un lien solide. Rien ne valait le contact physique. Le mammifère a besoin de toucher, disait Odego, d'être touché et de toucher. De fait, durant les 2 semaines que dura le cortège, on vit Maurice Odego aller inlassablement au-devant des curieux, fendre leur rang, s'offrir à des doigts préhensiles, lui-même saisir, étreindre, tapoter, de temps à autre pincer une joue, claquer une bisée, par-dessus tout, serrer des mains. Il gagnait en énergie chaque jour, comme si au lieu de l'épuiser à la longue, ou de le fatiguer pour le moins, ces contacts répétés produisaient sur lui un effet régénérant. Chez ceux dont les 5 doigts éperdument tendus avaient été pressés un instant, l'effet était plus spectaculaire encore. Leur visage s'épanouissait tout à coup, empli d'une sève nouvelle qui en vivifiait les traits et les nimbait de clarté. Sans autre discours que cette illumination et le sourire qui allait avec, certains prenaient leur entourage à témoin de ce qu'ils venaient de vivre. D'autres, au contraire, s'esquivaient aussi vite que le leur permettait la pression de la foule. Désireux apparemment d'emporter vers un lieu plus tranquille la relique était devenue leur propre main. Ils l'avaient ramenée contre la poitrine et la couvraient avec la main opposée, comme pour la soustraire aux regards envieux ou la préserver des chocs. Ça rappelait ces scrofuleux de jadis que le roi, par simple attouchement, guérissait instantanément de leurs plaies, ou telle scène, dont de moments successifs se trouvent représentés dans l'espace unique du tableau, sur la gauche, des vieilles et des vieux sérieusement érodés par l'âge entrent dans les eaux même que, sur la droite, ils quittent Jouvencel et Jouvenceau en pleine forme zéro. Ils jettent à leurs béquilles, cannes, lunettes, cheveux postiches, centre, regardent en souriant et courent, et s'étirent, à l'évidence satisfaits de leur corps prodigieusement remis à neuf, et de ce qu'ils s'accordent si bien avec l'air ambiant. Oui, on revient toujours au cortège. Même aujourd'hui, là, maintenant, dans la chambre 201 où, entre mobilier médical, restes alimentaires en désordre sur le plateau repas et couvre-lit froissé, avec Guilcos prévision météo et papier d'autorisation de sortie. Il est tout à la journée de demain, ouais, tout à la perspective de retrouver le monde extérieur et puis non, à un moment donné Gus s'aperçoit que non. Son copain s'est tu, laissant leur dialogue en plan. Il a levé la tête et, le regard accommodé très au-delà, il a fixé le plafond, paupières crispées, plissées, comme on fait pour rusher cher dans le passé un certain jour, un certain lieu, une certaine scène qu'on a vécue ce jour-là dans ce lieu, là et dont la reconstitution exige qu'on reste sans bouger ni parler pendant bien 8 secondes. Par intermittence, tout de même, et tandis que son visage se détend peu à peu, oui laisse échapper quelques marmonnements. Parmi les marmonnements que distinguent les mots Clermont, hôtel, avion, Paris, et soudain, avec une sorte de précipitation fébrile, oui s'exclame, d'une puis de nouveau mais plus posément, cette fois, comme si, soulagé que le nom de l'hôtel lui soit revenu. Il pouvait maintenant savourer à loisir les souvenirs qui s'y trouvaient attachés. Hôtel Grande et Une. Il évoque le petit déjeuner servi en plein air, au matin de l'étape Clermont-Ferrand-Narbonne, l'appel téléphonique reçu par Odego et la décision prise aussitôt par celui-ci de faire un saut en avion à Paris. Un Cessna, l'avion, un Cessna 510 4 places, se souvient oui. Odego, qui s'était tenu à l'écart le temps de la conversation téléphonique, avait vivement regagné sa table. Il avait bu son café debout et, avant même de reposer sa tasse, avait les Crémieux, son chef de cabinet qui petit déjeunait quelques tables plus loin. Il lui avait demandé de réserver fils à un avion taxi et d'avertir Yvan, le chauffeur,
qu'il aurait dans pas 5 minutes à le conduire à l'aéroport. Il s'était alors approché de Madame Protocole. Elle s'appelait autrement mais tout le cortège l'appelait Madame Protocole. Qu'elle ne change rien au programme du jour, lui avait recommandé Odego. Le maire et la gendarmerie étaient prévenus. À midi tapant le cortège devait entrer dans Millau, lui-même les y rejoindrait avant 15 heures. J'emmène Crémieux, avait-il ajouté, et se tournant vers Crémieux, l'avion, Crémieux, c'est réglé, puis ah ouais, je vous emmène aussi, monsieur Oussouvi. Ça vous va, nous serons absents ici, courte pause pour regarder sa montre, comme si de voir un cadran et des chiffres l'aidaient dans ses calculs 5 heures, pas plus. Dans 1 heure nous sommes à Paris, dans 3 heures grand maximum j'en ai fini avec mon rendez-vous aidant, c'est ça, dans 5 heures nous atterrissons à Millau-Larzac. Laissez vos consignes à vos hommes, monsieur Oussouvi, nous filons. Tout en marchant à reculons il avait agité les 2 bras en un large salut collectif bonne route avait-il lancé, sur quoi il avait tourné les talons pour s'engouffrer dans l'hôtel, laissant derrière lui une douzaine de tablés restés sans voix et un parc momentanément rendu à des bruits tels que babine d'oiseaux, clappement d'ailes, froissement de feuillage, était alors survenu, étranger au concert de la nature aussi bien qu'au silence des divers groupes en train de petit déjeuner, un tintement de cuillère pas plus sonore que ça, le tintement, mais tellement net, et si calme, à sa façon, au sein de l'ample tranquillité du parc, que le temps de sa résonance solitaire avait été un instant de féerie. Dans la chambre d'hôpital numéro 201 cependant, Wewe dodeline de la tête en souriant, comme s'il épatait que soit resté si pareil à eux-mêmes Odego et son entourage, l'hôtel, le parc, les bruits, les silences. Puis une nouvelle fois ses paupières se plissent, tandis que son bras se lève et qu'au bout du bras l'index se déplie. Le doigt commence à traverser une ligne dans le vide. Sa trajectoire est précise, lente, prudente, mais précise le séquoia. Wewe s'interrompt, comme pour se donner le temps d'admirer le séquoia en question. Puis il entr'ouvre la bouche, hésite, la referme, l'entr'ouvre de nouveau et finalement reprend, dans le parc, au beau milieu de la pelouse. Un immense séquoia. Il dit ça, au beau milieu, immense. Il ne va pas jusqu'à arbre plus que centenaire ou, pire, 29 11 111 111.111 admirable, mais quand même. Gu pour sa part n'aurait pas pu utiliser des formules comme 711 ou lui pas pu. Aurait senti du on, yalla, non, pavé derrière. D'huile, du malveillant. Et encore que dans le cas présent ce soit ouais, le parleur, et qu'en outre Gu sache bien que jamais on y ne se risque dans le visible, n'empêche, il les cherche, c'est plus fort que lui. Ainsi les 2 amis se retrouvent-ils face à face, l'un perdu dans le souvenir arboré et gazouillant de l'hôtel Grand et une tête basculée en arrière, index parcourant au ralenti un virtuel champ de vision. L'autre y inspectant furtivement l'espace réel de la chambre 201, coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite, coup d'œil encore par-dessus l'épaule, avec pivotement accéléré pour prendre de vitesse l'invisibilité des intrus. Gu a cru être discret. Sa gesticulation a-t-elle néanmoins tiré Wewe du passé clermontois, l'air, en tout cas, d'avoir pleinement réintégré le présent. L'œil vif et rigolard l'hospitalisé regarde son visiteur et lui demande « Ça va là-dessus ?» Son portable sonne rapide égrenement de notes en quoi se reconnaît le timbre sec et ligneux du balafon à l'eau. En bas, dans le jardin, perpétuée j'en face impatiente, à ce que Gu croit comprendre.